Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à cette vidéo que j'ai décidé de vous faire pour pouvoir avancer et en même temps vous laisser une trace et que vous puissiez la regarder tout doucement sur le sujet qu'on va traiter. En particulier le chapitre que j'ai déjà entamé lors du dernier live, à savoir l'interpréteur d'un système d'exploitation. Donc l'interpréteur, le fameux CMD. Donc avant de commencer, j'ai envie d'abord de vous dire que l'environnement sur lequel j'enregistre cette vidéo, donc je l'enregistre grâce à un outil qui s'appelle Simple Screen Recorder. C'est un outil libre et je travaille sur une machine qui est gérée par un système d'exploitation qui, en l'occurrence, GNU Linux et la distribution Ubuntu est exactement la version 16.04. Donc, j'ai déjà fait ça avec vous la dernière fois, donc j'espère que vous êtes habitués maintenant. Donc, je le fais pour des raisons, vous allez comprendre, hein, parce que je traite le chapitre système d'exploitation et parce que pour vous montrer un petit peu justement Windows ou d'autres systèmes d'exploitation. Grâce à cette chose-là, faut pas, pour que vous ne soyez pas dépendant d'un système. Et même, je vais vous dire tout de suite, donc grâce à cet outil-là, grâce à ce système-là, bien sûr, il possède son interface qui est différente de Windows 10 ou Windows 7, etc., ou Android ou macOS. Donc, je vais vous montrer un petit peu, pour que vous puissiez mieux maîtriser ça. Je vais vous montrer les choses qu'on va traiter sur Windows. Alors comment on va faire? Justement, comme je l'ai déjà dit, je vais virtualiser, je vais créer une machine, ou plutôt je vais demander à cette machine-là, GNU Linux, à ce système d'exploitation, grâce à une application qui s'appelle VirtualBox de virtualisation. Et je vais vous exécuter, si vous voulez, cette machine, enfin la démarrer sur ce système-là. C'est-à-dire, ça sera comme invité. Il est invité chez GNU, dans Ubuntu. Alors, comment on va faire? De toute façon, dans tous les cas, il y a deux de vos camarades qui vont traiter ce sujet parce que d'après les sujets que j'ai reçus, il y aura un binôme qui va traiter la virtualisation, je pense, d'une manière générale, et un autre binôme qui va traiter la virtualisation. Donc, j'espère, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire cette chose-là. Donc, grâce à la vidéo de vos camarades, j'espère qu'ils vont la traiter comme il faut, d'une manière pédagogique, pour pouvoir vous-même créer des machines virtuelles sur votre système d'exploitation que vous avez soit sur Windows, soit sur autre chose. Bien, alors je vais commencer tout d'abord par démarrer ma machine virtuelle. Donc là, je lance, grâce à ce lanceur rapide, je vais lancer l'application VirtualBox. C'est une application open source qui appartient à la société Oracle et qui permet de créer, de gérer des machines virtuelles de toutes sortes. Machines virtuelles, c'est-à-dire machines qui tournent, machine avec un système d'exploitation de votre choix. Donc pour les systèmes libres, etc., vous pouvez télécharger, pas de problème, mais la même chose, hein, vous pouvez même, les Windows, si vous voulez lancer ou virtualiser une machine Windows 7 ou même XP, vous pouvez les télécharger, il y a des sites spécialisés pour ça. Alors on y va. Donc je lance la machine virtuelle, hein. Je vais lancer cette machine-là, elle va être lancée, hein. Je vais laisser, hein. On va pas attendre, mais en attendant, au fur et à mesure que le système démarre, je vais passer à des choses que nous avons entamées depuis la dernière fois. Donc voilà mon VirtualBox, elle est là. Voilà, je vais l'agrandir, comme ça vous allez voir mieux. Donc là j'ai quelques machines virtuelles. Donc dans cette machine, donc ce VirtualBox, j'avais créé une machine Ubuntu 18, un autre système d'exploitation qui s'appelle Elementary, etc. Et voilà, ici j'ai créé une machine que j'ai téléchargée. Enfin, j'ai téléchargé le système, disons, j'ai téléchargé une image ISO de Windows 7. Donc je vais la démarrer. Donc voilà, démarrage. Et je la laisse, voilà, il va démarrer, ça va la VirtualBox, il va faire le nécessaire. Donc je vais la laisser tourner parce que ça va demander un petit peu de temps, vu que mon ordinateur personnel, c'est une machine qui n'est pas extraordinaire, c'est une petite machine avec 4 Go et même que je vous l'ai déjà dit, je l'ai acheté à 2000 et quelques, 2000 dirhams et quelques.
Bien, donc je laisse cette machine s'exécuter et on va revenir un petit peu, je vais revenir à la présentation. Je vais revenir à la présentation pour vous montrer un petit peu et pour avancer sur notre cours. Donc, comme je viens de le dire, hein, ma machine il n'est pas très très rapide. Donc, c'est pour ça que je vais attendre, voilà, et je vais descendre cette fenêtre et je reviens à la présentation pour que puisse continuer. On la laisse. Donc, il tourne. Donc, ma machine va démarrer en arrière-plan. Donc, il va démarrer Windows 7, etc., etc. Donc sur la présentation, donc ces slides, j'espère que maintenant vous êtes habitués. Voilà le premier slide dans lequel j'ai défini le système d'exploitation. J'ai donné la définition de système d'exploitation, c'est-à-dire que un système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes ou de logiciels, disons, qui permettent d'exploiter l'ordinateur. Cet ensemble-là, lui-même, on peut le subdiviser en deux parties. Il y a un ensemble de logiciels de base gérant le matériel, gérant le réseau, gérant les périphériques, l'écran, la souris, etc., le disque, l'espace de stockage, etc. Et deuxième partie, c'est-à-dire un ensemble de logiciels, de programmes qui permet d'offrir et de gérer les services généraux tels que la gestion des fichiers, la gestion des utilisateurs, l'administration de toutes les ressources que vous avez sur ça. Ensuite, donc, bref, je me répète, ces slides, on les a déjà vus, mais ça vous donne l'occasion, pour ceux qui n'ont pas pris de notes, de prendre ces notes. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Évitez de regarder la vidéo comme si vous regardez un film. Non, je vous conseille de regarder la vidéo, de l'arrêter toutes les 3 minutes éventuellement, afin que vous puissiez prendre des notes d'une manière convenable. Donc là, les fameuses couches, le matériel, bien sûr, le matériel, il est géré par le système d'exploitation, qui ensuite les applications communiquent avec le système d'exploitation et votre interface qui est là. Donc, lorsque vous êtes utilisateur, disons le matériel qui est devant vous, vous ne le gérez pas en réalité, c'est le système qui le gère. Et les applications que vous utilisez, ce n'est pas elles qui vont créer des fichiers, ou des vidéos, des tableaux, etc. Non, les applications vont donner des ordres au système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation donnera un ordre matériel et vous avez la réponse, etc., etc. Donc là, ce schéma, on l'a déjà vu maintes fois et je vous le montre une autre fois. Ensuite, l'autre façon de présenter les choses, c'est-à-dire sous forme de couches. Donc, vous avez au milieu le matériel, et ensuite, il y a le système d'exploitation avec son noyau, qu'on appelle le kernel, qui permet de gérer tout ce qui est gestion de mémoire, gestion des entrées-sorties, les processus, c'est-à-dire les traitements. Et une autre couche qui permet de gérer les objets que nous serons amenés à manipuler, même par exemple, lorsqu'on va faire les cours qui vont venir, vous allez voir tous ces objets que permet de faire le système. Et bien évidemment les applications, c'est la couche qui va après le système, c'est-à-dire sans système, vos applications ne peuvent pas marcher, ça c'est sûr et certain. Et ces applications vous offrent, chaque application a une sorte d'interface humaine, c'est-à-dire une sorte d'interface soit graphique, soit web, soit caractère, comme on verra tout à l'heure lorsqu'on va attaquer l'interpréteur, c'est-à-dire lorsqu'on va faire des commandes. Ensuite, voilà le slide qui suit, donc c'est pour détailler un petit peu ce que je viens de vous dire. Désolé, hein, dans ma machine actuellement, il y a beaucoup de choses qui tournent. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette lenteur, mais c'est pas grave. Alors, voilà, vous entendez Windows qui a démarré en arrière-plan, donc mon Windows 7, il a démarré, etc. Je reviendrai tout à l'heure vous le montrer. Alors, ces interfaces images, voilà ce slide qui vous permet les différents types d'interfaces humaines que vous allez pouvoir avoir, c'est-à-dire soit graphique, soit textuel, soit. Donc, ou éventuellement l'interface web, parfois, que vous utilisez lorsque vous prenez votre navigateur, et bien vous accédez à plein de choses via le navigateur. Vous utilisez des applications de toutes sortes, même vos applications, enfin, je prends l'exemple, lorsque vous accédez à votre Facebook, lorsque vous êtes sur votre Facebook ou n'importe quel réseau social ou réseau antisociaux, et bien vous utilisez l'interface qui est votre navigateur.
Ensuite, donc la tendance, enfin, actuellement, c'est d'avoir, disons, c'est la tendance actuelle dans les systèmes modernes. On a cette tendance-là d'avoir plutôt des systèmes qui utilisent le web, beaucoup plus le web parce que c'est pour sa simplicité, etc., etc. Et pour utiliser ce web-là, il y a un certain nombre de navigateurs tels que Firefox, Opera et autres, ou Chrome, etc., etc. Alors, j'avance. Toutes ces choses-là, les avons traitées théoriquement dans les autres séances. Donc les applications, l'application c'est quoi? Une application, c'est l'ensemble de programmes permettant de fournir des fonctions spécifiques, telles que un traitement de texte, voilà, lorsque vous utilisez un traitement de texte, tel que l'exemple de MS Word, ou on verra tout à l'heure par la suite lorsqu'on va utiliser Writer de LibreOffice, ou autres. Il y en a plein de traitements de texte. Ou les tableurs. Les tableurs, c'est le cours qu'on va entamer les semaines prochaines, c'est-à-dire un outil, une application qui permet de gérer les classeurs, les cellules, etc., les feuilles, etc., etc. On va le détailler, cette chose-là. Ou des logiciels de dessin, ou de retouche, etc., etc., ou de traitement d'images. Là, je suis avec un logiciel, une application qui est en train d'enregistrer les images. Donc là, c'est les applications. Les services, c'est quoi? Un service, c'est l'ensemble de programmes qui permettent de gérer des ressources offertes. Par exemple, vous avez un service réseau. Là, par exemple, lorsque je navigue sur Internet, j'ai pas une application réseau, mais plutôt j'ai un service qui tourne. Je peux avoir un autre service, c'est-à-dire un service antivirus qui tourne. C'est-à-dire là, c'est un logiciel, c'est un programme qui tourne, qui s'exécute. Et chaque fois qu'il y a par hasard, j'introduis un fichier ou un lecteur de clé USB ou CD ou je rentre Internet, donc il y a ce programme qui s'exécute en arrière-plan, c'est-à-dire ce service-là, et il va intercepter éventuellement, il va analyser les fichiers. Donc c'est un service. On peut parler de service d'impression. C'est-à-dire, lorsque vous avez une imprimante, lorsque vous faites cliquer sur l'application, vous envoyez l'imprimante. Ou, par exemple, vous pouvez avoir un service fax, etc., etc. Donc, il y a plein de services que vous pouvez avoir, et je vous montrerai là sur votre machine, donc sur Windows, où ça se situe, ces services-là. Ce service, que ce soit Windows ou autre. Mais bref, c'est la forme qui change, mais le fond, c'est pareil. Donc, une application, comme vous le voyez ici, je vais essayer d'aller rapidement, puisque vous avez le slide maintenant, vous regardez, et ces choses-là, je les ai déjà traitées d'une manière ou d'une autre. Donc, une application, je m'explique, c'est un ensemble de fichiers nécessaires sont rassemblés sur un CD ou sur un site, etc., etc. Un logiciel d'installation, généralement, il y a toujours pour ces applications, il faut les installer pour pouvoir les utiliser, etc. Bien sûr, ça offre lorsque vous installez, il y a des icônes, il y a des menus, etc., etc. Donc je vais passer rapidement pour qu'on puisse avancer. Alors les services, voilà par exemple sur Windows, c'est lorsque la barre des tâches, vous avez ça généralement en bas, à droite, vous allez avoir ce genre de choses. Donc c'est ça si vous voulez les services. Donc là par exemple, j'ai un service antivirus qui tourne, j'ai un service fax, je peux avoir plein de services, je vais avoir un service base de données. Une base de données qui tourne, etc. Bref, vous allez avoir plein de services qui seront lancés automatiquement, parfois au démarrage, vous pouvez vous lancer vous-même. Donc, ces services, par rapport, la différence entre services et applications, c'est que c'est pas comme les applications qui ont des interfaces avec lesquelles vous travaillez. Là, par exemple, l'application que j'utilise pour vous présenter, comme vous la voyez en haut sur l'écran, c'est l'application Impress. Regardez la première ligne de l'écran. Donc, Impress, c'est une application qui permet de faire la présentation. C'est-à-dire ce que vous connaissez sur le Windows, l'application PowerPoint. Donc là, moi, j'ai l'application ici qui s'appelle Impress, qui dépend de LibreOffice. Regardez la première ligne, et qui est en train de lire un fichier qui s'appelle système.ppt. Ok. Donc j'avance et je vais aller à quelque chose, enfin tout ça pour que je puisse, j'avance vite pour que je puisse attaquer ce fameux interpréteur. Donc là j'avance les services. Donc vous avez le slide devant vous. Vous pouvez arrêter la vidéo éventuellement pour lire un petit peu les choses que je suis en train de vous expliquer. Là. Et là il y a un slide qui traite un petit peu la gestion des fichiers. Donc système de gestion de fichiers ou des objets, c'est quelque chose de fondamental.
Comme je l'ai déjà dit maintes fois, sur votre ordinateur, c'est vrai, il y a du matériel, vous avez plein de dispositifs, de matériel, etc. Et vous avez des supports de stockage, etc., qui sont utilisés. Même le système lui-même, il est stocké quelque part, soit sur votre disque dur, ou sur clé USB, ou sur des mémoires, etc. Mais comment toutes ces choses-là sont stockées? Eh bien, ils sont stockés sous forme de fichiers. Autrement dit, je vous dis une phrase, malgré qu'il n'est pas toujours adopté par le système de la famille Windows. Dans les systèmes Unix ou Linux ou macOS ou Android, il y a une phrase qui résume tout. Cette phrase, je vous la donne, c'est « tout est fichier ». Tout est fichier. Dans un système informatique, c'est-à-dire dans l'ordinateur, vous avez vraiment tout est fichier. Bref, Windows n'adopte pas cette idée-là pour des raisons, bref, mais actuellement l'évolution des choses va, même de Windows, il est en train d'adopter, disons, la philosophie, les concepts de système basés sur Unix ou sur Linux. Comme vous le savez, la majorité des terminaux, des smartphones, des tablettes, etc., utilisent Android. Et Android, le noyau, il est basé sur Linux. La même chose pour les macOS. macOS, son noyau, c'est Unix, etc., etc. Donc, bref, il reste un petit peu Windows qui est très utilisé, je le dis, je le reconnais, enfin, c'est un fait. Il est relativement assez utilisé dans les PC. Mais dans le monde pratique, dans le monde professionnel, vous pouvez avoir les entreprises utilisent soit des systèmes Windows ou parfois ils peuvent utiliser macOS ou Linux ou autre chose. Donc vous, en tant qu'étudiant, il faut que vous préparez un petit peu à cette chose-là et être ouvert à toute éventualité pour pouvoir utiliser les systèmes lorsque vous serez, disons, dans le monde professionnel. Donc voilà, je définis un fichier, on reviendra par la suite. Donc un fichier, c'est quoi? C'est un objet permanent parce qu'on le stocke, une fois pour toutes, on le garde, même si on éteint la machine, le fichier il reste. Donc c'est pour ça qu'on dit permanent. Donc les fichiers que tous les utilisateurs manipulent sont des fichiers stockés ou organisés sur la mémoire de masse. La mémoire de masse, c'est-à-dire disque dur, clé USB, CD, DVD, etc., etc. C'est une unité de disque. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que vous allez manipuler, j'allais dire, tout le temps que des fichiers. Lorsque vous ouvrez votre ordinateur, vous lancez des applications, et bien ces applications, etc., vont manipuler que des fichiers. Lorsque vous allez sur Internet, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez votre navigateur et vous allez dans un autre ordinateur, donc via le réseau, dans un autre ordinateur, et vous allez consulter des fichiers. Alors, ces fichiers sont soit statiques, c'est-à-dire là, des images, des choses, des vidéos que vous allez écouter, etc., ou des tableaux, des tableurs, ou plein de choses. Donc, ce sont des fichiers que vous allez consulter. Donc, lorsque vous allez sur Internet, enfin, c'est quoi? C'est tout le monde va à Internet pour consulter des fichiers. Donc, même si ça ne vous paraît pas affiché, ça vous paraît sur votre navigateur comme quoi c'est... Non, c'est des fichiers. Vous pouvez, à tout instant, aller sur votre navigateur et enregistrer la page qui est devant vous. Et lorsque vous allez l'enregistrer, eh bien, votre navigateur va l'enregistrer sous forme de fichier. Soit un, soit plusieurs fichiers, bien sûr. Il ne va pas mélanger le texte avec les images, avec les graphiques, etc., etc. Il va enregistrer, donc vous pouvez faire cette expérience. Chaque fois que vous naviguez sur Internet, vous pouvez à tout moment enregistrer, sauvegarder la page qui est devant vous. Bien. Alors, bien évidemment, un fichier, je l'ai déjà expliqué la dernière fois, lorsqu'on a créé un petit fichier que j'ai appelé GBI2, je crois, et j'ai écrit bonjour lorsque je l'ai sauvegardé, et lorsque j'ai pris le fichier, j'ai cliqué le côté droit, on a vu les propriétés, et dans ces propriétés, on a pas vu un petit peu cette fiche relative au fichier, c'est-à-dire son certificat de naissance et son attestation de naissance, si vous voulez, où il y a toutes les informations relatives au nom du fichier, relatives au type du fichier, relatives à la taille qu'il occupe sur le disque, la date de création, la date d'accès, la date, etc., etc. Donc, la notion de fichier, elle est vraiment fondamentale, importante. Bien, j'avance. Et je vais aller rapidement sur un truc, parce que la dernière fois, lors du live, j'en ai parlé, et je veux quand même que vous puissiez la maîtriser.
Donc, pour gérer ces fichiers, il y a généralement ce qu'on appelle un explorateur. Donc, on explore un gestionnaire de fichiers. Donc, par exemple, sur ma machine ici, Ubuntu, sur ce Linux là, j'ai une application qui est là, voilà, je mets la souris. Donc, c'est un outil qui permet d'afficher les fichiers, de renommer les fichiers, de supprimer les fichiers, etc., etc. Donc, voilà, par exemple, je vous affiche ça d'une autre façon. Donc là, c'est sous forme de liste avec les informations relatives à chaque fichier, mais je peux les afficher sous forme d'icônes, etc., etc. Donc là, je vais dans ce dossier. Donc là, pareil, il y a des dossiers, etc. J'ai des fichiers. Donc là, c'est des fichiers. Même si je suis là, vous regardez que je suis sur une machine GNU Linux, mais il y a des icônes également. Bref, c'est des icônes qui m'indiquent que le système a choisi cette icône-là pour ça. Il a choisi une icône pour celui-là, il a choisi ça, etc., etc. J'ai également des répertoires qui contiennent des images. J'ai des répertoires qui contiennent bref, plein de choses. Donc, dossier personnel. Donc, voilà, donc il y a des dossiers, etc., etc. Donc, toutes ces notions-là, on va essayer de les maîtriser pendant cette vidéo et éventuellement pendant les cours en présentiel ou pendant les cours à distance. Ou peut-être je serai amené à vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer certains concepts. Bien, alors revenons à notre présentation. Donc, et je viens à ce point. Donc, cette information, ces fichiers, eh ben, ils ont stocké sur un support physique. Donc, le support physique, généralement, en informatique, on présente ça sous forme de cylindre, c'est-à-dire un disque, etc., dans lequel on va. Donc, un disque physique, etc. Donc, un disque physique, donc là, par exemple, dans vos PC, dans vos portables, généralement, vous avez tous un disque physique qui contient une certaine capacité qui peut aller à 500 gigas, 1 Tera, même plus. Alors, justement pour ces unités, j'en ai parlé parce que je sais que certains d'entre vous font la confusion entre mégas et kilos, etc., etc. Donc, j'ai réservé ici une page web, disons que sur Wikipédia. Hein, donc, je n'utilise pas, je vous donne des informations que vous pouvez trouver vous-même. Donc là, sur Wikipédia, j'ai écrit, je suis allé sur Wikipédia et j'ai cherché le mot octet. Le mot octet, c'est quoi ça, octet? Et voilà, donc là, je vous laisse cette page-là, hein, vous allez sur Wikipédia, regardez en haut de la page, hein, fr.wikipedia.org/wiki, octet. Donc là, il y a toute une page qui est créée par la communauté, par une seule personne, par beaucoup de gens qui l'ont corrigé, etc., qui ont discuté même. Hein, l'intérêt de Wikipédia, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des pages, il y a des gens qui viennent et qui peuvent modifier et qui discutent parfois pourquoi ils ont modifié, etc., etc. Donc c'est vraiment une encyclopédie dynamique. C'est pas comme les encyclopédies ou les livres que vous allez qui sont statiques. Non, il y a des gens qui viennent, qui critiquent, qui améliorent, etc., etc. Donc ceci dit, j'en ai déjà parlé sur la chose. Alors octet. Si vous voulez, octet, si vous voulez, c'est en anglais, c'est byte. Byte. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que byte avec Y. Et je viens à cette chose-là, un tableau qui résume un petit peu, comme je l'ai déjà dit sur la dernière fois, dans la présentation live, c'est les octets, ou les kilo-octets, ou les méga-octets, ou les gigas, sont des unités de mesure de capacité d'information. Donc, comme tout objet, comme toute chose dans notre vie humaine, l'homme a besoin d'unités. Là, par exemple, pour compter les gens, il y a 10 personnes, donc c'est les nombres. Pour mesurer un objet liquide, eh ben, on utilise le litre, le hectolitre, le centilitre, etc., etc. Pour les surfaces, on utilise le mètre carré, le centimètre carré, le millimètre carré, le kilomètre carré, etc. Donc, pour l'information, eh ben, c'est cette notion d'octet. Octet, si vous voulez, c'est un caractère. Donc là, lorsque je tape des caractères, hein, je tape ABC. ABC, c'est 3 caractères. Donc, si vous voulez, au point de vue stockage sur un support informatique, eh ben, ça prend 3 octets. Donc, ça, c'est l'octet. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire l'unité supérieure, c'est kilo-octet. C'est le kilo-octet. C'est 1024. Donc ne croyez pas, c'est pas comme les kilomètres, c'est 1000 mètres. Non, là le kilo c'est 2 puissance 10. Donc attention, hein, je vous résume, c'est-à-dire, bref, vous pouvez lire la page, donc c'est 2 puissance 10. Autrement dit, c'est 1024. Voilà, c'est 1024 et ils n'ont pas 1000, comme on a la tendance à penser. C'est 1024. Le méga, c'est
c'est 2 puissance 20. Si vous voulez, c'est kilo multiplié par 2 puissance 10. Donc, si vous voulez, c'est lorsqu'on met, c'est comme si vous dites 2 puissance 10 multiplié par 2 puissance 10. Donc, ça fait 2 puissance 20. Donc, ça, c'est le méga. Et pas 1 million, comme on peut penser. Donc, le giga, c'est 2 puissance 10 mégas. Autrement dit, en octets, ça sera 2 puissance 30. Donc, ensuite, il y a Tera. Donc, la Tera, vous imaginez, hein, c'est... Il y a péta-octet, 2 puissance 50, il y a hexaoctet, il y a zeta-octet, etc. Donc vous allez voir, waouh, c'est énorme ces chiffres-là, etc. Oui, parce que maintenant, avec l'utilisation l'utilisation des machines, des ordinateurs, d'Internet, ça devient très très populaire et la capacité des disques devient énorme. Énorme, parce que vous imaginez, vous par exemple, je prends n'importe qui parmi vous, depuis que vous êtes connecté sur un réseau social, prenez n'importe lequel, et bien chaque jour, ce réseau social enregistre, j'allais dire, des mégas et des mégas. Mais imaginez d'ici, je ne sais pas, depuis que vous avez démarré jusqu'à maintenant, même d'ici 10 ans, combien de gigas vous avez mis dans les réseaux sociaux. Ou je prends un réseau social ou autre, dans votre boîte messagerie. Dans votre boîte messagerie, bref, c'est vrai que la boîte messagerie vous donne une limite, je crois, de 15 gigas. Il y a certains qui donnent 10, il y a certains qui donnent, bref, 30. Il y a certains qui donnent beaucoup plus. Parfois, on vous donne même la possibilité d'acheter. Lorsque, par exemple, vous utilisez la messagerie, vous voulez avoir des téraoctets, bien sûr, là, c'est les messageries gratuites. Ils ne peuvent pas vous donner ça. Il faut acheter, il faut payer le service à ces sociétés qui font ça. Donc bref, là je vais vous montrer ce slide, là c'est pour montrer d'abord les symboles de ça là. Donc les kilos, c'est KOK, KO, MO, GO, TO, PO, etc., etc. Donc les unités, il y en a et Dieu sait que cette capacité devient de plus en plus importante et Dieu sait combien les gens vont commencer à utiliser. Donc voilà ici, si vous voulez l'information que je vous demande de notez ça, c'est-à-dire pour connaître un petit peu les capacités et pour que vous ne faisiez plus d'erreurs lorsqu'on vous parle de kilo-octets, etc., etc. Ok. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous ayez une idée sur le kilo, le méga, etc., etc. Et là je vous donne une question. Je vais prendre un livre que vous allez dire presque, vous connaissez tous, sans exception. Même votre camarade qui ne parle pas arabe, parce que ce livre-là, il existe également, il y a une version française et anglaise, etc. Je prends le Coran, Al-Qur'an, le Coran, le livre saint de l'islam, c'est-à-dire, voilà, c'est un livre, je parle en tant que livre, en tant que livre, il y a des textes. Donc ce texte, il y a des caractères, il y a des phrases, chaque phrase est composée de mots, et chaque mot est composé de caractères. Et bien chaque caractère, c'est un octet. Alors, quelle est la capacité? À votre avis, je vous pose la question, quelle est la capacité du Coran? Combien y a-t-il de caractères? Ou plutôt, combien y a-t-il d'octets? Dans le livre, je prends le Coran. Ou même la Bible, vous prenez la Bible, c'est pas un problème, c'est un des livres saints également. Donc, combien y a-t-il, à votre avis, combien y a-t-il d'octets? Si on prend ce livre-là, on l'enregistre sur un disque. Je parle caractère, je ne parle pas des dessins, etc. Non, je parle le Coran, c'est-à-dire le texte, si on le prend et on l'enregistre. Est-ce que ça va, c'est de l'ordre de quelques kilos, de quelques mégas, ou de quelques gigas, ou de quelques téras? Je vous pose la question. Je ne vais pas répondre, mais je vous répondrai éventuellement après. Donc je prends le Coran, voilà, c'est le livre que tout le monde connaît, etc. Je n'ai pas envie de prendre d'autres textes ou d'autres exemples, je vous donne cet exemple-là. Donc à votre avis, la question... Et combien, grosso modo, combien y a-t-il, c'est-à-dire, je cherche le Coran et je veux le mettre sur ma clé USB. Ça va occuper combien? Est-ce que ça va occuper des mégas ou des gigas ou des téras ou combien? Donc là, c'est une question pour que vous ayez une idée. Parce que malheureusement, je sais que vous manipulez, vous avez des CD, vous avez des clés USB chez vous, etc. Mais vous ne maîtrisez pas la capacité.
vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas une idée exactement sur la capacité par rapport à des choses réelles, par exemple à des livres papier ou à des livres papier ou autres. Bien, donc voilà ce que sur ce slide, je ne vais pas me tarder, et maintenant je reviens à la présentation. Et j'avance, hein, voilà, donc un disque physique, il est là. Lorsque ce disque physique, vous voulez l'utiliser, eh ben, on va le partitionner, etc., pour que je puisse le faire. Parce que, comme je vous l'ai montré la dernière fois sur mon disque, vous avez vu qu'il y avait Windows à considérer comme j'ai 3 ou 4 disques. En réalité, ce n'est pas des disques physiques, c'est des disques logiques. Il a pris le disque physique de 500 Go, il l'a subdivisé en partitions, que Windows appelle ça des disques. Mais en réalité, ce n'est pas des disques, c'est des partitions. Alors les partitions, pourquoi j'en parle? Parce que Windows ou GNU Linux ou autres systèmes, bref, gèrent des partitions. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que sur une partition, vous ne pouvez pas, retenez bien cette chose-là, sur une partition, par exemple C, de votre Windows, vous avez donc Windows qui est installé sur C, mais vous ne pouvez pas installer GNU Linux ou Linux Ubuntu sur cette partition-là. Je parle installer, pas virtualiser. Virtualiser, c'est autre chose. Vous allez voir avec la vidéo que vont faire vos camarades, ils vont vous expliquer un petit peu cette chose-là. C'est-à-dire que lorsque vous allez virtualiser une machine, vous allez créer une machine grâce à VirtualBox ou autre chose, et bien cet outil de virtualisation va prendre l'espace de Windows, il va travailler. Non, mais maintenant, moi je ne parle pas virtualiser, je parle sur la notion d'installer un autre système sur la même partition qu'un autre. Donc là, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que, pour simplifier l'explication, je dirais qu'une partition, ça va servir pour un système, on appelle ça un système de fichiers. Donc un système de fichiers, ça va servir par exemple pour un système de fichiers particulier, celui de Windows, ou celui de macOS, ou etc., etc. Donc je descends et pour vous avancer. Donc là, il y a des informations sur les fichiers, etc. Comment c'est stocker l'information sur la chose, etc., etc. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour détailler beaucoup plus de ça, parce qu'il faut qu'on attaque d'autres notions beaucoup plus importantes par la suite, qui sont prévues dans le programme. Donc là, si vous voulez, là, ça montre un petit peu la structure interne, comment l'information est stockée, comment le système se retrouve, etc. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas de la magie. Il y a des choses qui sont disons, faites de certaines manières, avec certains algorithmes, avec certains programmes qui permettent de gérer ça, etc., etc. Bien. Pardon. Alors, je vais arrêter une seconde ici. Et je vais reprendre tout de suite. Bien, donc je reprends. Donc ma machine virtuelle Windows 7 qui s'exécute grâce à VirtualBox qui est installé sur mon système d'exploitation Ubuntu, une distribution parmi d'autres que vous pouvez installer éventuellement si ça vous dit, mais en prenant des précautions. Donc, lorsque cette machine a été démarrée, voilà l'interface. Donc, moi j'avais pris une image ISO, c'est-à-dire une image d'un système d'exploitation Windows 7 qui est lancé. Donc là, vous avez, là, à côté, là, c'est à gauche, ma barre de système d'exploitation haute, c'est-à-dire celui qui a invité, qui fait exécuter cette machine virtuelle. Et là, cette fenêtre qui est ouverte ici, grâce à VirtualBox, j'ai ma machine Windows 7. Donc Windows 7, je sais que vous avez tous Windows 10 ou autre, etc. Mais c'est pas grave, c'est presque pareil. Presque pareil, bien sûr, les versions, ça change, etc. Windows 10 lui-même sera remplacé par Windows 11 ou 12, ou je ne sais pas lequel, ou 2020, ou 2021, etc. etc. C'est question de choses. Donc, mais le fond, un système d'exploitation
dans ces choses basiques, disons, je ne dis pas que ça ne change pas, ça évolue. Il y a des possibilités de plus, il y a des fonctionnalités de plus, il y a des sécurités, il y a des applications qui s'ajoutent, etc., etc. Donc sur sa machine virtuelle que j'avais installée il y a récemment, justement je l'ai installée pour vous, parce que généralement avec les autres étudiants, ils le font eux-mêmes, etc. Et parce que je vais vous montrer des choses relatives à Windows que vous disposez, dont vous disposez, etc. Donc Windows 7, voilà, j'ai la barre démarrer, comme on l'a vu, vous pouvez l'activer grâce à la touche Windows, et vous avez les choses que vous avez classiquement, etc., dans votre système d'exploitation classique. Bien évidemment, j'ai installé quelques applications, donc j'ai installé cette chose-là, MicroTorrent, on verra si ça vous dit, on pourra en parler si vous voulez. J'ai installé également dans cette machine virtuelle, hein, je dis bien machine virtuelle, comme si j'ai un ordinateur dans mon ordinateur, donc une autre machine qui tourne et Windows, enfin et GNU Linux qui est derrière. Donc j'ai installé un outil qui permet de transfert de fichiers, donc là des jeux, je ne sais pas si c'est installé de lui-même. J'ai installé bien sûr LibreOffice, dont je vous ai parlé, donc la version 7, LibreOffice, c'est-à-dire la suite bureautique libre que vous pouvez utiliser, que vous pouvez installer, et comme je l'ai déjà dit maintes fois, vous pouvez, cette suite bureautique, ça s'exécute, c'est pas comme MS Office, c'est-à-dire la suite bureautique Microsoft, ça s'exécute uniquement sur Windows. Là, c'est LibreOffice. Vous pouvez, il y a des versions pour Windows, il y a des versions pour Linux, il y a des par macOS, il y a pour Android, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'outils. Je reviendrai par la suite. Donc, voilà ce que j'ai installé. J'ai installé également j'ai installé également un outil, etc., qui va me servir par la suite pour d'autres formations. J'ai installé Notepad++, un outil de traitement de texte pour la programmation, etc. Bref, donc vous pouvez, si vous avez ouvert les machines, vous pouvez installer les choses qui pourraient vous intéresser en fonction de vos besoins. Vous pouvez éventuellement installer des outils qui vont servir dans votre métier ou dans les choses qui pourraient vous intéresser. Très bien. Alors, moi, ce que je voulais vous faire pendant cette séance, comme je l'ai dit au départ, c'est vous parler un petit peu, au moins vous initier sur ce fameux interpréteur de commande. On l'appelle interpréteur de commande, on l'appelle. Il y a plusieurs appellations, mais bref, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un logiciel, si vous voulez, que je vous conseille de le connaître parce que ça vous permettra de mieux maîtriser un système d'exploitation et de communiquer avec un système d'exploitation. Donc cet interpréteur, bien évidemment, il dispose d'un langage, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Alors, pour le lancer, tout simplement, il suffit d'aller exécuter ou de faire la touche Windows et R et vous allez exécuter. Sinon, vous faites sur la barre de recherche, vous mettez CMD. Voilà, c'est son nom. Et cet outil-là, cet interpréteur, date depuis le début des systèmes, enfin des PC personnels. Ça s'appelait MS-DOS, etc., etc. Mais bref, ça évolue. Vous allez voir l'intérêt pourquoi je vous le fais. Il y a certains d'entre vous, peut-être, qui l'ont fait au lycée, etc. Tant mieux, mais pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que ça existe. Donc voilà, CMD. Lorsque j'ai tapé ici, donc sur la barre, il m'a indiqué, c'est ici. Donc il m'a dit, c'est cmd.exe. Donc je l'exécute, comme je vous les ai montré la dernière fois, lorsque nous avons fait ça. Donc, et il m'affiche ça. Donc, il m'affiche ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il peut vous afficher une fenêtre plus petite, etc., etc. Mais vous pouvez le configurer. Vous pouvez le configurer tout simplement en allant sur la barre de titre, si vous voulez, et vous descendez jusqu'à propriété, et vous allez ici changer les choses, c'est-à-dire mettez la largeur qui vous convient, donc la largeur, la hauteur qui vous convient, etc., pour avoir ça. Et pourquoi pas, je vais changer, comme je l'ai dit la dernière fois, moi je préfère cette couleur, ça c'est pour l'arrière-plan, et pour le texte, je vais mettre... la couleur, disons, laquelle,
non, pas blanche, je mettrai noir, voilà. Je mettrai cette couleur noire, je pourrais éventuellement mettre bleu, mais bref, voilà. Comme je l'ai déjà dit, je le répéterai maintes fois, essayez toujours de mettre l'interface en fonction, enfin configurer les interfaces en fonction d'ergonomie pour que ça soit plus facile pour vous, pour que les caractères soient assez visibles, etc., pour ne pas fatiguer vos yeux. Donc choisissez la taille du caractère qui vous convient, voilà la fonte ici, la couleur qui vous convient, etc., et pour que vous puissiez travailler normalement, etc. Ok, donc là c'est un petit menu qui permet de configurer la chose. Très bien. Donc voilà, j'ai ça, je vais comme augmenter un petit chouïa, je vais augmenter les caractères. Donc la fonte, je vais prendre celle-là. Et voilà, ça serait, je pense, mieux. Et, ok, je mettrai ça. Non, je mettrai beaucoup plus que ça, plus que 16. Je mettrai 24, voilà, je mettrai 24, comme ça sera plus lisible. Voilà, comme ça. Et ok, très bien. Donc voilà, ma fenêtre, elle est là, je peux la déplacer, etc. Vous mettez là en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Toujours, c'est comme je l'ai déjà dit, lorsque vous prenez une voiture, pour ceux qui de quelqu'un d'autre, il faut adapter l'environnement de véhicule, c'est-à-dire que vous allez piloter, de telle sorte que vous puissiez piloter facilement et être à l'aise. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il? Alors pour ce faire, je vais revenir encore une autre fois. Je rigole parce que vous allez dire, ah monsieur, chaque fois il utilise Wikipédia. Oui, j'utilise Wikipédia parce que Wikipédia c'est une encyclopédie et qui contient des informations vraiment intéressantes avec une bibliographie, etc. Donc j'espère que vous êtes convaincus maintenant. Et il y a des informations, parce que je ne vais pas traiter à fond la chose, mais je vous donne quand même cette référence, et cette référence, elle est fiable, etc. Donc ça vous donne, lorsque vous allez sur Wikipédia, vous mettez CMD, voilà, il vous affiche cette page qui est bien faite, et qui vous donne un petit peu l'historique. De quoi s'agit-il? CMD, ou on appelle également commande prompt en English, ou l'invite de commande. Donc commande prompt, c'est-à-dire c'est un invite qui va être affiché, le fameux C2 points anti-slash, etc. C'est-à-dire ce que je viens de vous montrer maintenant. Et voilà, on vous donne un petit peu l'historique de la chose, et comme quoi, c'est-à-dire c'est un système enfin ce CMD, ça existe, hein, c'est le terminal sur le monde Android, macOS, GNU, etc. Il y a toujours ça. Il y a ce qu'on appelle un terminal. Mais sur les machines, enfin, le système d'exploitation de type Windows, eh bien, vous avez CMD, ou sinon il y a un autre qui s'appelle PowerShell. Je ne vais pas le faire parce qu'il est un peu plus compliqué. Vous aurez peut-être le temps de le faire. Donc voilà, c'est un shell, voilà, on l'appelle, c'est une sorte de shell, c'est-à-dire une sorte de cookie qui va vous permettre de communiquer avec votre système d'exploitation. Donc voilà, il y a des explications là-dessus, voilà, l'historique depuis XP 2020, etc., toutes les choses que vous pouvez trouver, etc., etc. Et ici, à la fin de cette page, bien évidemment, il y a, voilà, on va voir certaines commandes qui sont marquées là, quelques exemples, on va voir beaucoup plus que ça. Et ici, un petit exemple. Waouh! Donc là, il y a un petit exemple. C'est quoi cet exemple-là? Tout simplement, si vous voulez, on vous montre un programme, parce que ce CMD, c'est un interpréteur, donc il offre un langage de programmation, c'est-à-dire pour donner des ordres à votre machine, et bien vous pouvez donner une suite d'ordres. Et lorsqu'on dit suite d'ordres, d'instructions, et bien c'est un programme. Voilà un programme, c'est quoi? C'est une suite d'instructions. Donc vous pouvez, donc voilà un petit exemple ici qui vous donne. Bien évidemment, pourquoi je vous parle toujours Wikipédia, etc., c'est parce que toujours dans les Wikipédia, vu qu'il y a toute une communauté derrière, etc., il y a toujours cette chose intéressante, à savoir les fameux liens, les liens ou les référentiels. Donc je vous reconseille, et même pour votre vidéo, je vous demande chaque fois, vous allez faire un travail, soit pour votre vidéo, soit pour votre PFE, soit votre rapport de stage, il faut toujours mentionner la bibliographie sur laquelle vous êtes basé. Donc par rapport à ici, Wikipédia, parmi les avantages que ça offre, c'est que ce n'est pas simplement une page, il y a de l'information, etc., il y a beaucoup d'informations sur toutes sortes de domaines, mais il y a surtout ça.
Moi, je l'utilise parce que parfois je trouve des références vraiment intéressantes, telles que par exemple ce lien-là. Je pourrais éventuellement vous le montrer. Hein. J'ai d'autres ressources et je vous ai envoyé un document. Et voilà, je vais ouvrir cette fenêtre-là et vous allez voir que voilà, pour avoir un cours sur l'utilisation de l'invite, c'est-à-dire de CMD. Vous avez un cours en français. Ce cours, il n'est pas forcément, il n'est pas sur Windows. Enfin, pardon, sur Wikipédia. Eh bien, il se trouve sur une plateforme qu'on appelle développer.com. Donc là, il y a beaucoup de ressources sur cette plateforme, disons sur Windows, que vous pouvez télécharger et si ça vous dit. Et moi, justement, le document que je vous ai envoyé, je pense que je vous ai envoyé celui-là ou un autre. Mais bref, c'est pas grave, mais sachez que cette plateforme-là, voilà, HTTPS, je vous lis, HTTPS, Windows, développer.com, /cours, et vous mettez ligne-commande. Et vous avez cette page-là. Vous pouvez lire ce document ou le télécharger, sa version PDF que vous pouvez lire tout doucement, etc., etc. Si vous voulez vous perfectionner sur cet interpréteur qui est CMD. Il y a une autre foire aux questions pour comprendre un petit peu comment ça se passe, exécuter des commandes grâce à ce qu'on appelle des fichiers batch, etc., etc. Bien évidemment, il y a d'autres ressources en anglais ou d'autres langues. Là, parce que moi, je suis rentré dans la page Wikipédia française, francophone, mais vous pouvez éventuellement, si vous êtes bon en anglais, aller dans les pages Wikipédia en anglais, et là, vous allez trouver encore des ressources. Et en plus de ça, à la fin de Wikipédia, c'est toujours voilà, un autre intérêt, c'est qu'on vous donne ici un certain nombre de commandes, si vous voulez, un certain nombre d'instructions qu'on va utiliser, voilà, qu'on va utiliser par la suite. Et ces commandes-là, il y a, disons, des pages pour ça. Donc là, par exemple, on va utiliser la commande dire tout à l'heure, la commande dire, on va utiliser la commande erase, on va utiliser la commande copy, on pourra utiliser la commande cd, etc. Alors ces commandes-là, disons qu'il y a, sur Wikipédia, il y a une page qui l'explique tout en détail, tout en détail. Donc la balle, elle est chez vous, hein, en réalité. Donc, moi, je veux quand même, bien sûr, vous initier, vous montrer comment ça marche, mais à vous de faire le nécessaire pour ça. Bien, donc voilà en ce qui concerne cette chose-là, et j'espère que vous êtes convaincus pourquoi j'utilise Wikipédia maintenant. Ne me dites pas, c'est votre droit de me dire monsieur, etc. Mais moi j'estime que vous avez des ressources, au lieu d'aller sur ces conneries de Facebook ou je ne sais pas quoi, de perdre votre temps, et bien Wikipédia, vous pouvez la consulter à titre opposé, bien sûr. Il ne faut pas zapper, il faut lire doucement, prendre des notes, vos propres notes, hein. Vous prenez les choses qui vous intéressent, etc. Et ça vous permettra d'avancer. Pas simplement dans cette chose-là, mais dans plein de choses qu'on traitera pendant les différentes séances de cours, en présentiel ou à distance. Bien, revenons maintenant à nos moutons et revenons à notre... pourquoi je vais au terminal de système Linux? Non, je reviens à ma machine, virtuelle Windows, puisque c'est ça. Donc là, je vais dire, voilà, c'est ma machine Windows 7. Et dans cette machine-là, donc là, comme je viens de vous le montrer, j'ai configuré mon CMD que j'ai exécuté, voilà, je l'ai exécuté à première manière, hein, je vous rappelle quand même ça, c'est-à-dire je l'ai exécuté, j'ai mis ici CMD, ou je pourrais, à la limite, voilà, il me donne ça, sinon, il y a deuxième solution pour ne pas exécuter ça de cette manière-là, et bien vous l'avez ici, sinon vous allez avoir dans tous les programmes, et vous allez regarder accessoires, et dans accessoires, vous allez trouver commande prompt. Autrement dit, l'invite commande, l'invite MD. Alors on l'appelle commande parce que historiquement ça s'appelait commande. Mais après les évolutions depuis Windows XP, 7, etc., on a simplifié, on l'a appelé CMD. Très bien. Alors, je vais commencer. Déjà, la dernière fois, je vous ai montré quelques commandes, comment afficher la date, comment afficher l'heure, comment effacer à l'écran, donc avec CLS. Je vais taper une autre commande maintenant aujourd'hui, c'est version. Et bien, ça vous donne la version. Vers tout court, ça vous donne la version, pour connaître la version. Donc là, c'est la version, il m'affiche Microsoft, Windows, etc. Version 6.1, etc. Cette version-là qui était affichée au démarrage.
Donc j'efface l'écran avec CLS. Donc CLS, c'est quoi? C'est clear screen, c'est-à-dire ça efface l'écran. Au lieu d'avoir beaucoup d'informations sur votre écran, etc., lorsque je fais ça, etc., j'ai plein d'informations qui s'affichent, etc., à un certain moment, je veux effacer l'écran pour que je puisse travailler à l'aise. Donc je mets CLS. Donc vous allez me dire, mais comment on va connaître ces commandes-là? Voilà. Je répète à ce que j'ai déjà dit. Donc il y a Help. Help, c'est la commande qui va vous afficher les principales commandes. Les principales commandes qui existent, enfin qui sont, c'est pas les seuls, mais les principaux, les plus importants que vous serez amené à utiliser. Donc voilà, je remonte l'écran. Je vais arranger ça ici, très bien, comme ça sera visible. Voilà, Help. Et il me donne ici toute une liste de commandes. Donc là, ça commence par ordre alphabétique, ASOC, Attrib, Brick, etc., etc., etc. Il y en a plein de commandes. Et bien évidemment, si vous avez votre Windows en français, vous allez avoir l'explication de chaque commande, enfin une ligne pour chaque commande, qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc là, c'est en anglais parce que la version que j'ai installée, c'est Windows 7, version anglophone. Mais bref, si vous avez en français, vous avez ça. Mais dans tous les cas, ces choses-là, on va revenir, si vous voulez, à la limite Wikipédia pour les trouver, etc. Et voilà, donc la liste des commandes, principalement ces commandes-là. Donc je ne vais pas traiter, c'est presque impossible qu'on puisse traiter toutes les commandes l'une après l'autre. Mais d'abord, pour vous, il faut savoir que ça existe. Ça existe, ces commandes-là, c'est-à-dire ces instructions que vous allez donner à votre machine au lieu de les faire d'une manière graphique, etc. Alors, je m'explique et je vais vous montrer quelque chose, ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, je baisse cette fenêtre-là de Windows et je vais exécuter l'explorateur. L'explorateur, donc pour exécuter l'explorateur sur toutes les versions Windows, vous allez sur le bouton démarrer que vous avez en bas et vous côté droit de la souris. Généralement, là, il vous donne soit les propriétés, soit Open Windows Explorer. Autrement dit, je vais lancer l'explorateur, le gestionnaire de fichiers des répertoires. Donc ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Donc j'ouvre cet explorateur et voilà, il me dit l'explorateur que vous connaissez tous. Donc là, il y a les différents objets que vous avez. Donc le bureau, c'est un répertoire. Le download, c'est un répertoire. Les recent places, donc les récentes choses que vous avez utilisées. Un autre répertoire qui s'appelle doc, music, etc., etc. Et le fameux disque C, c'est-à-dire le disque C que vous avez, etc. Et bien sûr, vous avez le côté réseau que vous pouvez voir, etc. En cliquant, vous allez voir le réseau, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, je laisse tout ça. Moi, je vais à mon disque C. Voilà, mon disque C, je clique dessus, il me dit qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je clique dessus, il me donne, voilà, il y a ce répertoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Donc, moi, je vais travailler sur ça, puisque ma machine, il est relativement, il n'y a pas beaucoup de choses à installer. Donc, voilà, je suis à l'intérieur de C. Et je vais créer, voilà, comme je vous l'ai montré, côté droit de la souris. Je mets sur cette fenêtre-là et je mets le côté droit de la souris. Et là, je vais mettre nouveau. Et là, puisque vous vous rappelez la dernière fois, lorsque je mets nouveau, il m'a affiché beaucoup de choses. Là, maintenant, il m'affiche parce que j'ai pas beaucoup de choses installées, etc. Donc, c'est pour ça que cette version, il me donne simplement nouveau. Je peux créer un nouveau dossier. New folder. Donc, New Folder, bref, il me donne, lui, c'est le nom qu'il donne par défaut. Et bien, moi, je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler GBI2. GBI2. Très bien. Voilà, j'ai créé un dossier, etc., que je vais appeler, on va voir les propriétés. Il est sélectionné, je les sélectionne. Côté droit de la souris, propriété. Propriété, il m'indique, voilà, le général, c'est-à-dire le nom, de quel type il est, donc c'est un type un répertoire, où est-ce qu'il se trouve, sa location, sa taille, etc., la date de création, ainsi de suite. Très bien. Bien, donc là, ça c'est, si vous voulez, c'est le mode graphique, c'est-à-dire je demandais, grâce à cette application, l'explorateur, j'ai demandé à créer un objet qui, en l'occurrence ici, c'est un dossier. Très bien, mais quel est le lien avec tout ce que je viens de raconter? Donc le lien avec tout ça, c'est tout simplement, cette chose-là que je viens de faire avec l'explorateur, eh bien je peux la faire avec
je peux la faire grâce à ce mot de commande, c'est-à-dire en donnant un ordre, une instruction au système pour qu'il puisse me la créer. Donc voilà, je vais effacer l'écran, CLS, et je vais d'abord, je ne vais pas rester ici. Donc là, parce que je suis dans un répertoire particulier. Donc le répertoire où je suis s'appelle user, qui se trouve dans user, qui se trouve dans C. Donc là, je reviendrai à ça, ne vous en faites pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais me mettre au niveau, je vais changer de directory, donc CD, c'est Change Directory, et je vais me mettre dans le répertoire principal. Voilà, CD, espace, anti-slash, c'est-à-dire le répertoire, la racine de mon disque. Et vous allez voir, je vais faire la commande dire. La commande dire, c'est comme si je demande d'afficher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire où je suis. Là, je suis sur le répertoire principal. Là, voilà, il est indiqué ici, le répertoire principal, je suis là. Je mets dire pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Très bien. Voilà, il m'affiche. Il me dit, voilà, vous êtes sur un drive, un disque C qui est de Windows 7. Ce volume, voilà son numéro, bref, sa référence, numéro de série. Et dans ce répertoire principal, qu'est-ce que j'ai? Donc le répertoire directory of C2.antislash, c'est le répertoire principal. Et bien il y a le répertoire que vous avez vu tout à l'heure, il y a celui-là, et celui-là, etc. Et il y a ce fameux GBI. Parce que si vous vous rappelez, ce GBI que j'ai créé, etc., GBI2, voilà, je reviens, où est-ce que je l'ai créé? Ce GBI2, je l'ai créé. Eh bien, je l'ai créé sur la racine. Je ne l'ai pas créé quelque part, je l'ai créé sur le répertoire racine. Ce répertoire racine qui est indiqué, voilà, une seconde, voilà, voilà. Exactement, voilà, je clique dessus, il me dit donc ce répertoire GBI, je l'ai créé sur ces deux points anti-slash. Très bien. Revenons maintenant à notre CMD et je vais créer un autre répertoire. Alors là, maintenant, je vais faire ça pas avec la souris, non, avec une commande. Alors cette commande, c'est MD, Make Directory. Et je vais créer un répertoire que je vais appeler GBI. Alors, je vais le mettre en majuscule. Vous allez voir, attention, majuscule ou minuscule ou sur Windows, c'est pareil. Mais sur d'autres systèmes, il faut faire attention. Donc, je vais l'écrire en majuscule, comme ça soit clair. Et je vais l'appeler GBI2A. C'est-à-dire le groupe A. Un répertoire pour le groupe A. Je l'appelle GBI2A. Très bien, ça a marché. Ça a marché, bref, il a compris, il m'a fait. Parce que s'il n'a pas compris, il va me faire. Si par exemple j'avais tapé quelque chose et je fais ah, il va me dire attention, c'est une erreur que vous avez faite, etc. Mais puisqu'il n'a pas sorti de message, ça veut dire que l'opération que je viens de faire, à savoir make directory, fabriquer, construisez un dossier, eh bien il l'a fabriqué. Maintenant, si je fais dire, c'est-à-dire lister la liste des objets que j'ai dans ce répertoire, et bien, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait, voilà, il m'a créé GBI2. Et regardez à quelle heure il l'a fabriqué, c'est-à-dire, voilà, ma vidéo, moi je le fais aujourd'hui, c'est le 26 novembre, à 7h06, à l'heure du système, et l'autre qui était créé auparavant, GBI2, voilà, il est là. Donc voilà, etc. Donc vous avez remarqué que maintenant, je commence à fabriquer des choses directement avec mes lignes. Bien. Alors, vous allez me dire, monsieur, mais comment on va connaître cette commande-là, etc., etc. Voilà, on l'a déjà vu. Donc, je vais effacer l'écran, CLS. Et on va demander cette instruction. On va demander de l'aide à Windows. Et on va demander quel genre d'aide. Donc, j'écris help. Et je dis, cette commande MD, comment ça marche? Quelle est sa syntaxe? Comment on peut l'utiliser? Aidez-moi, donnez-moi la forme pour écrire cette commande-là. Donc je fais entrer, help MD, et voilà. Lorsque je dis help MD, le système me dit cette commande MD, ça sert pour créer des directories, et voilà comment l'utiliser. Vous mettez MD et un chemin, c'est-à-dire un nom de répertoire, ou un chemin. Vous allez comprendre ça. Sinon, je peux faire éventuellement, si je ne veux pas faire MD, j'ai une autre possibilité, MKDIR. Donc MKDIR et MD, c'est pareil.
vous utilisez MD ou MKdir, c'est pareil. Voilà, on va l'utiliser. On va utiliser MKdir, puisqu'il dit, il m'a dit que c'est pareil. Donc moi, je vais faire maintenant MKdir, et je vais créer un répertoire GBI2, groupe B. Un autre répertoire. Je le crée également ici. Ah, ça marche, il ne m'a pas fait d'erreur. Tant mieux, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et on va voir ce qu'il a créé. Donc on va faire dire, ça permet d'afficher les objets qu'il y a dans le répertoire où je suis actuellement. C'est-à-dire je suis dans le répertoire racine. Racine dans Windows, c'est anti-slash. Et regardons, voilà, je descends. Ah, voilà, mon répertoire, il vient GBI2B qui vient d'être créé. Voilà, il a été créé juste après l'autre. L'autre, il a été créé à cette heure-ci, l'autre après 3 minutes. Donc là, c'est créé. Ah, c'est pas mal ça. Donc je peux faire des choses au lieu d'aller ici avec la chose ici, je fais côté droit de la souris, je fais new, etc. etc. J'aurai tout simplement à faire les choses d'une manière rapide, etc. Bien. Alors, je vais vous expliquer, c'est-à-dire ce help. Donc, j'efface l'écran. Enfin, j'efface l'écran, vous n'êtes pas obligé, mais simplement je l'efface pour que vous puissiez regarder, pour que vous ne soyez pas gêné par ce qui était fabriqué par le système. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire MKdir, voilà, ou MD, pareil, hein, soit ça, pas les deux. MKdir, et je vais dire à cette chose-là, GBI2, fabriquez-moi un répertoire et je donne son chemin. Tout à l'heure, j'ai mis MKdir ou MD, le répertoire, mais maintenant, moi, je veux créer un répertoire très particulier. Je veux créer un répertoire dans GBI2. Donc, je dis MKdir, GBI2, et je vais créer un répertoire, je vais appeler sous GBI2. Attention, 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 attention. Respectez la règle. MKdir espace. Et après, j'ai donné un répertoire qui existe. Je n'ai pas mis d'espace, non. GBI2. Et j'ai mis dans ce répertoire-là, donc pas d'espace, anti-slash, sous GBI2. Donc ça, c'est le nom du répertoire que je vais créer. Il va se trouver où? Il va se trouver ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne comprend pas. Là, on va venir au graphisme. Enfin, un côté graphique classique que vous connaissez. Je viens ici. Donc là, c'est dans ce répertoire que j'ai créé. C'est dans ce répertoire GBI2 que j'ai créé sous GBI2. Le nouveau dossier que j'ai créé, je l'ai appelé sous GBI2. Et bien, je vais cliquer dedans. Ah! Donc, ce répertoire GBI2, sous GBI2, a été créé dans ce répertoire GBI2. Pardon, je reviens au répertoire. Donc, voilà GBI2. Je clique encore à l'intérieur. Il n'y a rien. Il n'y a aucun répertoire dans ce répertoire puisque je viens de le créer. Il n'y a rien. Maintenant, on va faire autre chose. Je reviens à mon répertoire, à ma racine, à C. Je clique dessus. Donc, je vais créer un autre répertoire maintenant dans le répertoire du groupe A, donc dans GBI2A. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais utiliser maintenant pas MKdir, MD. Donc, GBI2A, dans ce répertoire-là, je vais créer un répertoire que j'appelle sous GBI2A. Alors, pourquoi pas, on va essayer cette chose-là. On va demander de créer
pas simplement ça, mais également un autre répertoire dans celui-là, que je vais appeler rep. Un répertoire, j'appelle rep. C'est le nom que je donne. Donc bien évidemment, j'ai respecté MD, espace, GBI2, j'ai pas mis d'espace, donc GBA2, pardon, anti-slash, sous GBA2, et dans cette chose-là, je mets rep. Autrement dit, je veux créer celui-là. Mais attention, celui-là n'existait pas. Alors on va voir. Ah. Revenons au côté graphique pour voir. Donc là, donc JBA2, c'est dans ce répertoire-là. Regardons qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je clique, hein. Il faut cliquer 2 fois. Voilà. Ah, il m'a créé JBA2. Très bien. Et dans ce il m'a créé sous JBA2. Et dans ce JBA2, si je l'ouvre, je clique dessus. Voilà. Ah, il m'a créé rep. Très bien. Donc regardez ce rep, il a été créé. Regardez l'arborescence là en haut. Donc rep, c'est un répertoire que je viens de créer. Et je demandais, grâce à cette commande-là, de le créer dans ce répertoire qui n'existait pas. Autrement dit, si le répertoire n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait? Il le crée. Parce que moi, j'ai demandé à ce qu'il me crée un rep2. Mais ce rep2, je ne veux pas qu'il soit n'importe où. Donc c'est pour ça qu'on appelle toute cette chose-là après MD, on appelle ça un chemin. Parce que, si vous voulez, j'indique le chemin, tout le chemin complet. C'est-à-dire, si je parle d'une autre manière, c'est comme si ici, dans cette commande-là, MD, je demande créer rep2. Mais attention, je veux que rep2 soit créé à l'intérieur de sous JBA2. Et ce JBA2, il faut que ça soit dans le répertoire GBI 2A. Pardon, pas A2, 2A. OK? Donc, je donne tout le chemin. Donc, on va faire pareil. Je vais faire pareil maintenant. Je vais dans le répertoire du groupe B. Je vais créer un répertoire. Je vais appeler ça rep1, un autre, où je pourrais garder un autre, même nom, mais ça ne va pas être dans la même place. Je vais le créer maintenant dans le répertoire, dans le B. Et ici, dans le chemin, je vais le mettre ici, je vais mettre B. Donc là, qu'est-ce que je fais? Un autre exemple. Make directory, créez-moi un dossier, un répertoire qui s'appelle rep1. Et je veux que ce rep1 se trouvera dans un répertoire sous GBI 2B. Et ce répertoire-là, il faut qu'il soit également dans ce répertoire. Je lance, entrée. Ah, il ne me donne pas d'erreur. Ça veut dire qu'il a fait tout le nécessaire. Très bien, regardons, vérifions. Vérifions. Je vais donc dans mon disque C, voilà, et je vais aller dans, puisque je fais ça dans GB2B, voilà. Ah, dans ce répertoire-là, GBI2B, il m'a créé un répertoire qui s'appelle sous GBI2B. Moi, je lui ai donné ce nom, hein. Vous pouvez donner un nom que vous voulez. Mais bien sûr, il y a des règles. Il faut faire attention. Il faut un nom de répertoire, éviter de donner des espaces, etc. Enfin, on verra ces choses-là au moment voulu. Donc, faites attention, utilisez des caractères ASCII, évitez d'utiliser certains symboles, etc., etc. Le slash, l'étoile, etc. On verra ces caractères. Faites attention. Utilisez des caractères, j'allais dire ASCII, simples, alphabétiques, et éventuellement des chiffres, éventuellement le underscore, le souligné. Donc, regardons qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien oui, il a créé un répertoire rep1. Et regardons qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rep1. Ben, bien, il n'y a rien, puisque je viens de le créer, c'est un nouveau répertoire. Donc voilà, regardez la barre ici, etc. Ah, c'est pas mal ça. Autrement dit, voilà ce que je veux arriver. Mon objectif, c'est que vous compreniez, c'est-à-dire, au lieu d'aller ici, d'aller sur votre explorateur, voilà, vous venez là, voilà, par exemple, vous venez là et vous faites côté droit de la souris, nouveau, vous créez la chose, vous rentrez à l'intérieur, vous créez un autre, vous rentrez à l'intérieur, Là, vous avez remarqué que j'ai créé
un répertoire dans un sous-répertoire, etc. Je peux indiquer là. Alors, si vous voulez, je peux faire un autre exemple. Je vais descendre cette chose-là et je vais créer un répertoire. Vous pouvez vous amuser à faire ça, hein, ce genre de choses. Donc, je vais mettre ici A, un répertoire qui s'appelle A, pourquoi pas, qui se trouvera dans le répertoire B, qui se trouvera dans C, qui se trouvera dans D, qui se trouvera dans E. Ou même, j'appelle 1, pourquoi pas. Autrement dit ici, make directory, un répertoire 1, qui se trouvera dans le répertoire D. Donc D, je n'ai pas de répertoire T, hein, je n'ai pas ce répertoire. Et ce répertoire D, s'il existe, il va créer. Donc, mais s'il n'existe pas, il va le créer. Et dans ce répertoire D, il faut le mettre dans un répertoire C. Et de ce répertoire C, il faut que ça soit dans le répertoire B. Et ce répertoire B, il faut que ça soit dans le répertoire A. Donc, si ça existe, créer la chose. Sinon, il faut le créer. Donc, de telle sorte de créer tout un chemin. Donc, attention, hein, j'ai mis MD, A, anti-slash, B, anti-slash, C, anti-slash, D, anti-slash. Attention à ça, attention. La syntaxe, je m'excuse, je vais vous répéter la phrase que j'ai dite pendant le cours. Par exemple, lorsque vous apprenez une langue, n'importe laquelle, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, n'importe, le russe, et bien, par exemple, en français, les phrases ont des règles de syntaxe. Et des règles sémantiques, c'est-à-dire des règles à respecter au niveau grammatical, au niveau orthographe, au niveau il y a des règles à respecter. Si vous ne respectez pas les règles, eh bien, votre message ne sera pas compris, même avec des humains. Même avec des humains, ça ne va pas être compris. Donc, alors que là, on n'a pas l'humain. L'ordinateur n'est pas intelligent. Oubliez, ne croyez pas à cette notion pour dire l'ordinateur. Non, on n'est pas intelligent, etc. Ordinateur, c'est une machine qui exécute des ordres que vous donnez. Alors revenons à le mouton et on va exécuter ça. Donc j'exécute, je mets exécuter, lorsque je mets entrée, l'ordre va être exécuté. Très bien, et lorsqu'il a été exécuté, il a fait des choses. On verra, parce que faites attention, ça se peut que le système fait autre chose. Je dis bien le système fait autre chose, donc on va vérifier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un répertoire 1, et ce répertoire 1 se trouve dans D, dans un répertoire D, et ce répertoire D dans C, dans A, etc. etc. Alors regardons le côté graphique, c'est-à-dire la chose que vous utilisez, que vous connaissez tous, c'est l'explorateur. A, je vois ici qu'il m'a créé un répertoire A. Très bien. Je clique dessus. Ah bon, il a créé un répertoire B. Et dans B, il a créé un répertoire C. Et dans C, il a créé D. Et dans D, il a créé 1. Et regarde, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de 1? Eh bien, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de répertoire, puisque... Et si vous regardez, si je reviens à la chose depuis le début, A, regardons ses propriétés. De toute façon, vous avez déjà une idée sur les propriétés. Ça a été créé le 26-11. Et sur ma machine, hein, si vous regardez en bas, hein, je suis le 26-11. Hein, regardez en bas, le 26-11. Donc, il a créé ce répertoire le 26-11 à cette heure-ci, c'est-à-dire à l'heure de la système, 6h11. Donc, 6h10. OK? Et si vous regardez, donc je clique dessus, etc. Donc vous avez compris, je peux mettre à la limite propriété, côté droit de la souris, propriété, et regarder la chose. OK? Donc voilà un exemple, et j'espère que vous avez compris l'intérêt. C'est-à-dire, imaginez si je voulais créer ce répertoire, là, tout à l'heure, manuellement avec la souris, comme vous faites d'habitude, pour créer ce répertoire 1, eh bien, il fallait que je crée d'abord A, ensuite je vais clic souris 3, mettre ça, ensuite créer B, ensuite dans l'autre on va créer C, ensuite D, alors qu'ici je l'ai créé avec un seul ordre, une seule instruction. Voilà l'objectif, pourquoi je vous parle de ces choses-là, etc. Et en plus de ça, c'est-à-dire je demande au système d'exploitation d'exécuter des choses. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai presque un langage presque direct avec le système d'exploitation.
bien sûr, il y a ce CMD, c'est une sorte d'application. Mais si vous voulez, c'est une application, elle est faite de telle sorte que l'ordre est exécuté rapidement et efficacement au système d'exploitation. Alors, bien évidemment, je répète, je ne vais pas vous faire toutes les commandes possibles. Donc, il y a cette commande MD qui permet de créer des répertoires. On va voir une autre, une autre commande qui n'est pas loin de MD, c'est comment effacer un répertoire. Mais avant ça, je vais changer de répertoire. Donc là, je suis dans quel répertoire, je suis dans quel répertoire, je mets CD pour connaître le répertoire où je suis, donc CD tout court, je suis dans le répertoire anti-slash, qui se trouve dans C. Je vais changer de répertoire, je vais mettre maintenant CD, aller au répertoire A. A, je suis dans quel répertoire? Eh bien, je suis dans le répertoire A, qui se trouve dans la racine, qui se trouve dans C. Je vais dans le répertoire B. Je suis dans quel répertoire? Ah bon, je suis dans le répertoire B maintenant, parce que je viens de passer à CD, B. Je suis dans le répertoire B qui se trouve dans A, qui se trouve dans la chose. Cette notion de répertoire, pour la comprendre, si vous voulez, je vais vous donner comme exemple, cette structure hiérarchique, je vais vous donner un exemple naturel dans la vie. Je suis à l'école, l'EST, très bien. On peut appeler l'EST, c'est une sorte de répertoire. L'EST, il se trouve dans un autre répertoire. C'est quoi ce répertoire? C'est Salé, la ville de Salé. Très bien. Et cette ville de Salé, où se trouve-t-elle? Cette ville de Salé se trouve au Maroc. Très bien. Et ce répertoire Maroc se trouve où? Dossier Maroc se trouve dans un autre répertoire qui s'appelle Afrique. Etc., etc. Donc vous avez compris, c'est-à-dire ce cheminement. Donc si vous voulez, parce qu'il ne faut pas oublier mes règles, là, c'est 3P, il faut être précis. Lorsque je suis à l'école, en réalité, je suis où? Je suis dans l'univers, et dans l'univers, je suis dans le système solaire, X, et dans ce système solaire, il y a un coin qui s'appelle Terre, et dans cette Terre-là, il y a des continents, des îles, etc., des continents, donc le continent Afrique, et dans ce continent Afrique, il y a un pays qui s'appelle le Maroc, et dans ce pays qui s'appelle le Maroc, il y a une ville qui s'appelle Salé, et dans cette ville de Salé, il y a un établissement qui s'appelle École supérieure de technologie de Salé, ESTS. Et je peux aller même plus loin, c'est-à-dire, à l'intérieur de l'EST, je suis dans le bâtiment pédagogique, etc., etc. Donc, voilà, pour comprendre cette chose-là. Donc, le système sur lequel on se base lorsqu'on a fait ces systèmes-là, etc., on s'est basé sur le système humain. Donc, je vais céder D. Pardon, pourquoi il veut... Non, C, parce que je suis sauté de B à D, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Le système cannot find the path specific. Non, il fallait que je fasse CD, C. Ensuite, CD, D. Et dans CD, D, je mets 1. Je vais effacer l'écran, comme ça on ne sera pas gêné avec tout ça. Je suis où? CD tout court vous indique où vous êtes. CD sans rien, sans paramètres. Eh bien, je suis dans le répertoire 1, qui se trouve dans D, qui se trouve dans C, qui se trouve dans B, qui se trouve dans A, qui se trouve dans la racine. Et généralement, ce chemin-là, il est indiqué dans ce qu'on appelle le prompt. Le prompt. C'est pour ça qu'on l'appelle commande prompt, c'est parce que le prompt, c'est ce texte-là qui est affiché, ce prompt. Et bon, peut-être qu'un jour je vous parlerai comment modifier ce prompt, etc., etc. Mais bref, c'est simplement pourquoi je vous dis le prompt, c'est-à-dire c'est ça, c'est deux points, anti-slash, 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 anti-slash et supérieur. Tout ça, c'est le prompt. Bien, alors maintenant, je ne vais pas rester dans 1, mais je vais monter, aller à son père. Au lieu de rester dans 1, je vais monter. Donc pour monter, point, point. Je mets SCD, espace, point, point. Pour ne pas rester dans ce répertoire 1. Donc, où je suis maintenant, A. Je ne suis plus dans 1, mais plutôt dans le répertoire D, qui sont dans C, qui sont dans A, qui se trouve, etc. Très bien.
Et je vais faire une commande qui s'appelle RD, RD1. RD1. C'est quoi ce RD1? Help RD. Ah, RD, c'est l'abréviation Remove Directory. Remove Directory. Autrement dit, c'est une commande qui permet d'effacer des répertoires. Donc, on l'écrit RD avec un chemin ou RM dire Remove Directory. Donc, soit cette manière, soit cette manière. Donc, il y a, en informatique, vous avez souvent cette chose-là. Vous pouvez la faire avec ce verbe. C'est comme en français. C'est comme lorsque vous parlez en français, il y a des mots qui ont, vous allez dire, des synonymes. Vous le dites de cette manière-là ou une autre manière. Donc, si vous voulez, soit RD, soit RM dire Remove Directory. Donc là, j'ai effacé. Je pourrais faire. Je vais remonter pour remonter encore une autre fois. Et je vais remonter une autre fois. Donc, je fasse l'écran. CLS. Je suis où? Là. Imaginons maintenant, je fais remove, voilà, RD, pardon. RD, C. Puisque, voilà, pourquoi je vais faire ça? Parce que si je fais la liste des objets qu'il y a dans le répertoire où je me trouve, il y a un dossier qui s'appelle C. Donc, je vais essayer de faire un remove C. Ah! Et oui, le système, il répond, là, il réagit. Il ne va pas vous laisser faire n'importe quoi, etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, le système? Lorsque j'ai dit effacez-moi, effacez, delete, directory, effacer ce répertoire, le système me dit désolé, sorry, ce répertoire n'est pas vide. Autrement dit, le répertoire C n'est pas vide. Je ne peux pas l'effacer. Pourquoi? Parce que si je mets donnez-moi qu'est-ce qui est l'intérieur de C, eh bien je mets dire, le dossier C, ne pas confondre avec le disque C. Non, c'est le répertoire parce que je l'écris. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de C? Il me dit, voilà, il y a un dossier D. Il y a un objet qui s'appelle D, qui est de type répertoire, qui est directory. Donc je ne peux pas l'effacer. Donc je ne peux pas effacer, heureusement qu'il y a ça, je ne peux pas effacer un dossier qui contient des choses, je ne peux pas l'effacer. Bien évidemment, on peut toujours l'effacer, mais bref, je vous dis ça, on ne peut pas effacer un répertoire qui contient des choses. Alors, je vais revenir un petit peu au help. J'efface l'écran et je fais un help, remove directory. Donc, si vous regardez ce help là, donc ça c'est voilà le help, ça permet de la phrase qui résume, voilà sa syntaxe, la phrase qu'il faut utiliser, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pour effacer, donc on écrit soit rm dir, soit rd. Et à côté, soit on peut mettre /s ou /q, ou les deux, et le chemin, la chose qu'on veut effacer. Alors, évitez de faire ce genre de choses. Hein. Mais bien, sauf que si vous voulez tester. Si vous voulez tester, vous prenez votre précaution, etc. et vous commencez à tester. Alors, je vais faire quelque chose. Et bien sûr, ceux qui ont... voilà, c'est en anglais, je la laisse en anglais, etc. Bref, peut-être certains n'ont pas compris. Tout à fait. Donc, je vais faire RD /S. Et je vais effacer le répertoire C. Tout à l'heure, hein, je répète, hein, RD, remove directory C, il ne veut pas. Mais maintenant, je vais faire RD /S. Je vais donner cette option C. Attention, il faut bien lire. Donc, RD /S.
le répertoire, effacer le répertoire C. Mais maintenant, j'ai donné une option, une autre information au système d'exploitation. Et qu'est-ce que le système me dit? Il me dit C, le dossier que je veux effacer, hein, parce que ce C-là, c'est-à-dire il me dit, c'est le dossier C que je vais effacer. Are you sure? Yes or no? Êtes-vous sûr d'effacer? C'est pas comme tout à l'heure, lorsque j'ai voulu effacer, il me dit non, on peut pas effacer un répertoire qui contient des choses à l'intérieur, des objets à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc, si par hasard j'ai un répertoire qui contient déjà des des fichiers à l'intérieur des choses, eh bien, je pourrais toujours, voilà, regardez, si vous lisez l'onglet tout doucement, vous pouvez le traduire si vous voulez. Et bien, si je veux effacer un répertoire qui contient des choses, à ce moment-là, je dois ajouter, je mets RD, mais j'ajoute l'option /S. Et le répertoire que je veux effacer. Donc, la phrase, si vous voulez, le verbe c'est RD, l'option, espace, hein, /S, pas espace S, non, /S. Ensuite, espace C. Je vais arrêter cette commande, hein, je vais arrêter, je ne vais pas l'exécuter. CLS, j'efface l'écran, dire C, voilà. Voilà, le répertoire, je ne l'ai pas effacé, donc il y a toujours... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de C? Il y a toujours D. Et j'ai fait la commande, cette commande-là. Alors imaginez, hein, je peux faire par exemple ça comme ça. Je fais des espaces. Voilà, je mets beaucoup d'espace, allez, etc. Je exécute, donc il a compris, pareil. Mais attention, si vous faites, je n'exécute pas ça, si vous faites ça et vous faites, je ne sais pas moi, vous faites voilà, comme ça. Et oui, il n'a pas compris, parce que, attention, donc j'ai mis RD /SC. Il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que pour lui, le /SC, c'est une option. Mais ça n'existe pas, cette option. Donc c'est pour ça qu'il nous dit parameters format not correct. Autrement dit, ma phrase n'est pas correcte. Je n'ai pas respecté la syntaxe. Donc c'est pour ça que pour faire cette chose-là, il fallait que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. C'est-à-dire l'option, espace, l'objet que je veux effacer. Donc je fais Entrée. Maintenant je vais faire Yes. Regardons maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire? Eh bien, le répertoire où je suis, on verra ces choses-là, bref, il n'y a pas de répertoire. Le répertoire C a été effacé, ou bien évidemment, il a effacé également le répertoire D. Donc si je reviens au navigateur, à l'explorateur, je reviens ici, voilà A, à l'intérieur de A, il y a B, voilà, et dans B, il n'y a pas C ni D. Donc il a effacé. Voilà, je crois que je vais m'arrêter parce que sinon cette vidéo sera trop longue. Mais je vous ai fait maintenant quelques commandes. J'ai fait CD, j'ai fait MD, j'ai fait RD. Bien évidemment, il y en a d'autres commandes, etc. J'ai fait dire également, j'ai fait dire avec dire entre parenthèses, hein, je vous en ai déjà parlé, ça permet d'afficher qu'est-ce qu'il y a contenu, c'est-à-dire le dire, si vous voulez, c'est comme ça. C'est comme si vous êtes sur le terminal, sur votre console, hein, voilà, sur votre console, et vous tapez, voilà, vous cliquez, vous dites, je veux voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce répertoire-là. Lorsque vous faites cliquer ici, ça, il vous donne qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, par exemple, si je vais ici, je vais dans ce dossier Windows, voilà, ici, en bas, je clique dessus. En fait, c'est comme si je fais un dire. Et voilà, il m'affiche qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier Windows. Donc, dans le dossier Windows, il y a beaucoup de dossiers. Et je descends avec l'ascenseur. Voilà, il y a pas mal de dossiers et pas mal d'autres choses, d'autres objets. Donc pas mal d'autres fichiers. Il y en a des fichiers, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Il y a plein de fichiers système de Windows. Il y en a plein de fichiers. Voilà, chaque fichier avec son nom,
sa date avec la date et l'heure, avec son type et sa taille en kilo-octets. Kilobytes, en English, bytes, avec Y, c'est octet. Donc voilà, celui-là, il fait voilà, 1700 bytes, etc., etc. Donc lorsque je clique, en fait, c'est quoi? C'est comme si je fais un dire. Voilà, je vais la faire avant de... Pardon, pas celui-là. J'oublie souvent, j'utilise le terminal, le terminal, ou plutôt le commande de GNU Linux. Non, mais moi, je travaille sur Windows, donc je dois utiliser celui-là. Donc là, je reviens et je vais effacer l'écran, CLS, et je vais faire dire Windows, anti-slash Windows. Vous allez comprendre pourquoi je mets anti-slash. Windows. Et voilà, ici, il me donne tous les répertoires que vous avez vus, enfin les répertoires et dossiers qu'on avait tout à l'heure, avec leur date et heure, avec leur type, dire, et ici la taille pour les fichiers, et ici le nom du fichier ou le nom de répertoire, là le nom répertoire, etc. etc. Ok? Alors, une petite remarque, pourquoi je dis anti-slash. Regardez, je vais effacer l'écran, CLS, et je vais faire dire Windows. Dire Windows, sans anti-slash. À votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Je vous laisse réfléchir un petit chouïa de temps. Qu'est-ce qu'il va afficher? C'est bien réfléchi, on va l'exécuter. Donc je vais taper sur Entrée. Waouh, qu'est-ce qu'il me dit ici? Volume, c'est-à-dire le C, le disque C de Windows, volume, le numéro de série. Il me dit le répertoire, regardez, lisez, le directory, les répertoires de ce B qui se trouve dans A, le B qui se trouve dans A, dans C, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, dans ce répertoire-là? Non, il n'y a aucun fichier. Comment ça se fait? Tout à l'heure, il m'a sorti. Eh bien oui, tout à l'heure, lorsqu'il m'a sorti, c'est parce que j'ai demandé le répertoire, le dossier Windows, qui se trouve sur la racine. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Lorsque je fais Entrée, il me dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais lorsque j'ai fait, voilà, j'y arrive, je vais effacer. Lorsque j'ai fait dire Windows, sans indiquer, c'est-à-dire c'est Windows, c'est-à-dire le Windows qui se trouve là où je suis. C'est-à-dire j'ai donné un chemin relatif. C'est-à-dire le Windows qui se trouve dans B. Autrement dit, je demande quel est le compte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce Windows qui se trouve dans B. Donc lorsque je l'ai exécuté, il me dit, mais désolé, il n'y a pas de Windows. Il n'y a pas de Windows dans ce répertoire B. Dans ce répertoire B où je suis, je efface l'écran. Pourquoi je parle de B? Parce que si je mets CD, je suis dans le répertoire B, qui se trouve dans A, qui se trouve dans C. Donc, dans ce répertoire, il n'y a pas, dans ce répertoire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'arrive là? Voilà, ma machine se déconnecte. Désolé, ça arrête brusque comme ça. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez regarder cette vidéo tout doucement. Et on aura d'autres vidéos, enfin j'espère qu'on aura d'autres occasions pour d'autres vidéos, etc. Pour qu'on puisse avancer, expliquer les choses. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer toutes les commandes, mais simplement je vous ai montré, grâce à cette vidéo-là, cette deuxième vidéo, enfin cette partie-là de vidéo, ce système, cet interpréteur qui est le CMD, qui existe dans toutes les versions Windows, bien sûr. Chaque Windows a vous trouvez toujours ça. Et ça permet de montrer, c'est pour montrer un petit peu comment on peut communiquer avec le système d'exploitation, comment donner des ordres, et des ordres précis, etc., avec beaucoup plus de possibilités qu'avec le système graphique, avec la souris. Avec la souris, vous allez avoir, c'est toujours long, ou parfois c'est pas évident, ou parfois il ne vous montre pas tout. Il ne vous montre pas tout lorsque vous faites cette chose-là, etc.
Donc voilà, avant de terminer, cette page-là que je vous recommande de regarder. Donc là, si je vais dans cette page-là, et je vais cliquer sur MD. Voilà, MD. Il y a dire ici, on vient de le voir, il y a MD, il y a RD, bref, RD il est là. Je vais cliquer. Donc si vous voulez, titre indicatif, vous pouvez, voilà, MD. C'est MKDir, c'est une commande, bref, ça existe également dans le système GNU Linux, MKDir, etc. Mais sur Windows, donc autre système, c'est sur Windows, ça existe cette chose-là. Hein. Si on voit, donc voilà, MKDir crée un nouveau répertoire, etc. etc. Donc je reviens à la page, la première page, regardons le fameux dir. C'est une commande DOS, bien sûr, voilà, c'est-à-dire avec ses options, etc. Donc vous pouvez lire, hein, c'est-à-dire ces options que je viens de vous donner. Dire, j'ai pas fait ça, donc dire /W, ça affiche le contenu des répertoires courants en 5 colonnes. Dire, point d'interrogation, ça donne de l'aide. Dire /S, dire, etc. Donc vous avez, bref, voilà, si vous faites le help de dire, voilà ce qui va être affiché sur votre machine, sur cette machine et sous Windows en français, francophone. Donc il va vous afficher cette chose-là, voilà qui est sur Wikipédia, mais vous pouvez la voir sur votre PC. Si vous n'avez pas une connexion, il suffit de faire help dire et le système va vous afficher tout ça, c'est-à-dire vous montrer comment utiliser cet ordre, cette instruction qui permet d'afficher le contenu d'un dossier, d'un disque, d'un chemin particulier, etc., selon plusieurs formes. Alors, je ne vais pas vous donner, bref, il suffit de lire tout doucement. Par exemple, imaginez que vous voulez afficher les fichiers, ou les choses, etc., triés, classés. Classés par quoi? Par exemple, par la taille. Donc il suffit de faire dire là où vous cherchez, /O, pourquoi O, ça vient de order, /O, et à côté de O, mettez S, size. Donc /O, size, voilà, donc il y a /O, affiche le tri, etc. Et pour indiquer sur quoi il sera trié, ce sera S. Donc soit S, soit D. Si vous mettez /OD, ça va être order by date, classé par date, classé par nom, /ON, donc par /ON, c'est-à-dire order by name, etc., etc. Donc là, vous avez cette chose-là, mais vous avez plein d'informations. Si vous avez la connexion sur Wikipédia, allez-y. Sinon, vous pouvez, sur votre système, faire help, et le nom de la commande, etc., pour pouvoir commencer à vous familiariser avec ce système pour gérer des fichiers, pour faire des choses beaucoup plus avancées qu'avec le système, c'est-à-dire avec la souris, cliquer, etc., etc. Je vais voir, par exemple, RD, hein, ce qu'on vient de montrer, hein, je clique dessus, sur la page Wikipédia, donc là, je clique, voilà, RD, ou rmdir, remove directory, donc il vous dit, c'est une commande, bref, ça existe également sur Unix, mais ça existe également sur DOS, etc., etc. Donc là, il y a certaines pages, hein, malheureusement, il y a certaines pages Wikipédia qui ne sont pas très détaillées, mais bref, vous avez assez de ressources, pour pouvoir, etc. Donc il y a le cours là, si vous voulez avoir d'autres informations pour là. Et là, donc n'oubliez pas pourquoi je vous fais tout ça, parce que on a 12 séances, 4 séances pour le système d'exploitation, 4 séances pour le tableur et 4 séances pour les bases de données. Donc j'essaie de vous donner le maximum d'informations d'une manière concise et claire, et en même temps je vous donne des tuyaux pour que vous puissiez vous-même approfondir certains aspects, etc. Et il y a pas mal de ressources qui sont très intéressantes et utiles pour votre formation. Alors sur ce, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois, soit via vidéo, soit via live, soit en présentiel. Ciao.